Bonjour Isabelle, Isabelle Gonin, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation sur ce podcast. J'ai regardé ce que tu faisais, je t'ai suivi et j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à parler de tes accompagnements parce qu'ils touchent une cible qui va parler, je pense, à beaucoup de personnes, donc évidemment enfants, adultes et adolescents, mais tu as quand même une particularité, c'est que tu travailles avec les animaux. Et en même temps, tu es très sensible aux différences et à l'accompagnement et toutes les problématiques quand on est parent d'enfants différents et tout ce qu'on peut rencontrer en difficulté déjà en soi-même, mais surtout face aux, je dirais presque aux administrations, enfin, tous ces éléments, tous ces dossiers à mettre en place. Enfin, si j'ai bien compris, c'est un petit peu tout ça. Et ça m'a parlé, même si je n'ai pas directement concerné, mais je rencontre énormément de gens qui ont ces problématiques et je me suis dit, waouh, ça c'est génial. Donc j'avais envie de t'inviter sur ce podcast par rapport à ça. Et je dis bonjour à mes auditeurs. Je pars toujours plein pot, tu sais, passionnée. Et j'en oublie l'essentiel, c'est de dire bonjour à tout le monde. Merci d'être présent encore aujourd'hui. Et je vous présente donc Isabelle qui va se présenter elle-même. Bonjour, merci Laurence. Effectivement, j'accompagne avec mes animaux, avec d'autres outils comme l'hypnose et enfin plein d'outils. Mais j'accompagne notamment les familles autour de tout ce qui est neuroatypie, la gestion des problèmes, l'aménagement scolaire, les démarches MDPH, la gestion du quotidien qui est un réel défi, alors que tu es un enfant neuroatypique ou pas d'ailleurs, hein, parce Oui, que oui. la parentalité en soi est un défi. Et j'accompagne aussi à mieux connaître nos différences, prenez parce que je suis neuroatypique aussi, et apprenez justement à cultiver cette différence et à découvrir que c'est vraiment une force en fait. Euh, on a des talents qui, certes, ne rentrent pas dans les cases, mais sont vraiment multiples. Et une petite partie de mon travail et de ma volonté, de ma mission de vie, c'est de faire comprendre aux institutions qui parfois sont maltraitantes, involontairement, mais qui le sont, de faire comprendre que eh ben, la première chose à faire, bah, c'est la bientraitance, c'est s'adresser aux familles, aux personnes, aux individus avec respect, avec beaucoup d'humanité, ce qui fait quand même assez défaut pas mal de fois. Euh, et puis c'est aussi montrer qu'on peut faire ce travail entre différents professionnels de santé, de l'éducation et les familles, en fait, tout en collaborant avec beaucoup de bienveillance et de bientraitance. Oui, c'est génial. Et je voulais rebondir sur les différences et en faire une force. Je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques jours, j'ai mis un post qui disait, je suis une femme hypersensible. Et toi, c'est quoi ton super pouvoir? C'était avec beaucoup d'humour, mais c'est ça, je pense que quand on a des différences, ben, si on les accepte, on en fait une force. Parce qu'elles ne deviennent plus quelque chose qui va nous bloquer dans notre vie. Je pense que tu... Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et enfin, alors, j'y mets une petite nuance. Il faut les accepter, mais il faut aussi les comprendre, Oui, les bien sûr. connaître. Et bah, c'est d'ailleurs toute l'essence de mon travail. Je commence par là, c'est la base, c'est connaître et comprendre nos différences. Et une fois que tu connais, que tu comprends et que tu acceptes, mais t'as un pouvoir illimité entre les mains. En fait, quand moi j'accompagne, je dis qu'il faut d'abord accueillir, digérer, pour ensuite accepter. Exactement. Bah, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et sincèrement, une fois qu'on se connaît, qu'on comprend, qu'on accueille, qu'on sait hein, on peut aller très très loin. Et ton podcast d'ailleurs s'appelle Ose. Enfin, et moi je dis oser être vous-même, ose être toi-même. C'est le plus grand cadeau que tu peux te faire et que tu peux faire au reste du monde en fait. Bien sûr. Il y a Robert Savoie qui a fait la préface de mon roman, qui est un conférencier international, qui m'a dit un jour, tu n'as pas le droit de priver quelqu'un de qui tu es.
Et cette phrase, je la répète à beaucoup de gens parce qu'elle est parlante en fait. Quand on n'ose pas, ben oui, effectivement, on peut priver quelqu'un de ce qu'on pourrait apporter. Et c'est dommage. Ouais, c'est exactement ça. Je t'entendais enfin, parler avec Buffett. J'ai écouté votre podcast et bon, je le dirai pas comme elle, mais elle disait qu'on est toujours. Euh, je cherche le mot parce que je ne veux pas Dis-le prendre. comme elle. Buffett dit on est toujours la connasse de quelqu'un ou le connard de quelqu'un, et mais on est toujours aussi euh, l'inspiration de quelqu'un. Euh, et on a tous ce petit truc à apporter en plus pour faire ce monde qui peut être génial. On a tous ce petit truc et on ne peut pas priver les autres de qui on est et on ne peut pas se priver soi d'abord et on ne peut pas priver les autres de qui on est en fait, avec la part d'ombre et la part, et la part de lumière. On ne peut pas. Je suis complètement d'accord. Alors, ils ont rêvé et ils ont osé, donc c'est le thème de ce podcast. Est-ce que c'était un rêve pour toi de d'accompagner les gens ou est-ce que c'est venu progressivement comme une évidence par rapport à ton vécu? Alors, mon vécu a fait que bah, les animaux étaient mes premiers thérapeutes. Euh, Quand j'ai eu mes enfants, bah, c'est pareil, bah, il y a des neuroatypies. Donc, qui dit neuroatypie, trouver un médecin, trouver le bon médecin, le dépistage, comprendre ce qu'on te dit et trouver, bah, du coup, après, les bons thérapeutes derrière pour t'aider. Et ça a été un parcours du combattant. Donc, naturellement, en fait, une fois que j'ai compris ce système-là, bah, j'aidais les parents autour de moi. Et puis, bah, je me suis mis à travailler avec des enfants handicapés. Enfin, en situation de handicap, notamment le TSA. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est les troubles du spectre autistique. Et bah, j'ai aidé les familles. J'ai eu la chance d'avoir une directrice qui m'a laissé rentrer mes animaux. Bah, j'ai pu mettre dans une des écoles que j'ai faites, j'ai pu y mettre bah, cette thérapie et que je faisais par ailleurs naturellement avec mes enfants. Mais paradoxalement, pendant plus de 10 ans, ça faisait 10 ans, après avoir arrêté tout ça, ça faisait 10 ans que je cherchais comment je pouvais aider les gens, les familles, bah, avec mes animaux, comment je pouvais aider et les enfants et les parents. Euh, et c- et j'ai fait vraiment un gros travail sur moi. Et il y a 3 ans, il y a une conseillère en insertion qui m'a dit, mais soyez thérapeute. Et je la regardais, moi, thérapeute? Non, j'ai pas les épaules pour. Et en fait, bah, quand j'ai fait mon burn-out, ça a été une évidence. J'ai- je- J'avais plus le choix. Je, je devais. En fait, c'est même au-delà de moi. Je devais me mettre au service des familles pour que plus pour que ça n'a, pardon, je m'emporte là, c'est le cœur qui parle, pour que ça n'arrive plus du tout, pour protéger ces familles, pour leur apprendre à, ok, vous avez peut-être pas toutes les connaissances sur les neuroatypies, mais vous avez le savoir, vous êtes le meilleur expert de votre enfant, écoutez-vous, et il y a plein de choses faciles à mettre en place. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes entendu, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu des deux. Je l'ai commencé naturellement sans le savoir. Et ça a été une révélation après toutes ces épreuves. Ben oui. Et donc, c'est génial d'avoir ce cri du cœur, tu vois, qui te fait t'emporter. Moi, j'adore. J'adore ces côtés passionnés. Et malgré tout, est-ce que tu as dû faire face à des peurs? Énormément. Euh, Ça fait 3 ans que c'est un travail, alors peut-être pas quotidien, mais presque sur toutes mes croyances limitantes, mes peurs. Bah, déjà la peur d'être vue, hein, parce que bah, on doit se montrer tel qu'on est. Et c'est pas toujours facile de lâcher ce,
ce... En fait, moi, j'étais tout le temps souriante. Alors, je le suis tout le temps, mais avant, je l'étais malgré une profonde tristesse. Là, bah, je suis triste, je le montre. Oui. J'ai des émotions, bah, elles sont là pour quelque chose. Et même en thérapie, même avec les familles que j'accompagne, et bah, si j'ai la larme à l'œil, et bah, je suis désolée. C'est peut-être pas, ça paraît peut-être pas professionnel, mais avant tout, je suis une humaine. J'ai ce que viennent m'apporter les gens compte pour moi, leur vie, leurs expériences, et bah, je ressens des émotions comme tout le monde, hein. Et j'ai aussi été confrontée à ce bel ami, le syndrome de l'imposteur, je pense, qui nous traverse beaucoup, qui revient régulièrement se poser à moi, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas de formation clinique et je suis autodidacte. Donc, je me forme et plus les années passent, plus je prends des formations. Est-ce Mais que je peux me permettre de t'interrompre? vas-y. Je pense que tu as une excellente formation clinique qui est ta propre expérience quand même. Waouh, c'est précieux ce que tu m'offres. Merci. Euh, merci. Wow. J'accueille. Euh, mais oui, mais en fait, enfin, même les formations vers lesquelles je vais, avant d'apprendre l'hypnose, j'ai appris l'hypnose de rue. Parce que je veux que ça soit ludique, parce que je veux comprendre, parce que... et d'ailleurs, je suis incapable de faire une induction d'un quart d'heure parce que c'est trop long, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Il y a tellement plus marrant, plus ludique, plus vivant. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais fait l'hypnose de spectacle en formation. Et ben voilà. Voilà, j'ai commencé par ça. Après, je me suis formée à Kiddy Mind en hypnose et c'est pareil. On a, on a des bases, mais on apprend à vivre avec l'intuition et pas l'outil nous sert. C'est pas voilà, c'est un outil parmi tant d'autres et il nous sert. Mais la base, c'est ton intuition, c'est l'accueil que tu vas faire aux familles. La médiation animale, bah, c'est pareil. Moi, je travaille avec des humains, je travaille avec des animaux, donc ce n'est que du vivant. Donc, moi qui étais vraiment très structurée avant, euh, bah, j'ai appris à casser un peu cette structure. Donc, il en faut toujours un minimum, mais je m'adapte et mon travail n'est que perpétuelle adaptation. Donc, non, des peurs et des croyances, sincèrement, j'en ai eu et j'en aurai encore, je pense, et tant mieux parce que ça me permet d'évoluer et de faire la belle personne que je deviens et que je suis. Voilà, je... C'est ça, oser, en fait, c'est accueillir ses peurs. Je crois que c'est Buffett qui disait oser, c'est s'autoriser, et je suis 100% d'accord. Mais c'est aussi accueillir ses peurs, ses croyances, tout ce syndrome de l'imposteur que je connais aussi, et, et en faire quelque chose qui va nous servir de tremplin. Moi, j'adore les défis, et je transforme mes peurs en défis. Et, et c'est comme ça, je pense que on peut avancer et on peut aller vers son rêve, en fait. Oh, mais je suis totalement d'accord. Je partage vraiment ton avis et j'ai même envie de dire que moi, je vais là où ça me fait peur parce que ça me fait tellement grandir. Je ne sais plus qui a écrit que là où on a peur, c'est là où on doit aller. Ah, je sais plus, mais effectivement, cette phrase me parle. Je... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Bon, c'est un sujet passionnant. Aujourd'hui, donc, toi, tu travailles en cabinet et tu as des offres, je crois. On peut te, si les gens demain, est-ce que tu travailles que en cabinet? C'était là ma question. D'ailleurs, je me suis un petit peu embrouillée. Ma question, je sais que tu travailles en cabinet, mais est-ce que les gens ne peuvent te voir que en présentiel ou est-ce que tu travailles... Parce que c'est difficile de travailler autrement avec les animaux, je ne sais pas. Comment tu peux Alors, accompagner différemment? tu as tout résumé. Les enfants et la médiation animale, bah, en visio, moi, je sais pas encore faire passer mes animaux à travers l'écran. Ben non, ça me paraît difficile. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je fais au cabinet. Par contre, j'accompagne les parents, donc que ça soit au cabinet ou en visio. Euh,
et bah, enfin, j'ai d'autres missions. La médiation animale, on l'a fait dans d'autres institutions avec une collaboratrice. Et et les adultes, je les accompagne aussi. Donc l'exclusivité d'aujourd'hui, c'est que je le rends public, j'ouvre aux adultes parce que jusqu'à présent, je travaillais que avec la parentalité. Mais ces parents, je me suis aperçue que bah, c'était aussi des êtres vivants et qu'ils avaient besoin de faire tout ce travail-là. Et notamment, bah, moi, on vient beaucoup pour les neuroatypies dans mon cabinet. Et la neuroatypie, ben, tu as toujours un des deux parents qui l'a, donc, et qui souvent les connaissent pas. Donc, je viens j'ouvre aux parents en tant qu'individu, Oui. ce que je faisais pas avant, parce que ils font partie du système de l'enfant et qu'on peut pas aider les enfants sans aider les parents. Absolument, c'est ce que je voulais rebondir dessus. Et je pense qu'en tant que parent, déjà, ça doit enlever beaucoup de culpabilité. Parce que ces remises en question, des fois, tournent à la culpabilité. Enfin, moi, je vois ça dans mon cabinet. Et comprendre qu'il y a une façon d'être pour permettre à l'enfant d'être encore mieux. Et ça me paraît essentiel, effectivement, que d'accueillir les parents pour mieux accompagner les enfants. Oui, et puis ça veut pas dire que tu parles de culpabilité, ça veut. Alors, je dis souvent aux parents, vous êtes votre responsabilité à vous, en tant que parents, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre système. Ça veut pas dire responsabilité, ne veut pas dire culpabilité, justement. Et ils sont pas coupables. Par contre, leur responsabilité, une fois qu'ils ont l'information, ben, c'est ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils vont aller prendre soin de leur système et apprendre à leur enfant à prendre soin de lui? Ou est-ce qu'ils vont laisser ça comme ça en attendant que ça change par miracle? Voilà. Donc, je Oui, parle de votre c'est sûr que responsabilité. responsabilité n'est pas équivalent de culpabilité. Mais enfin, pour être une spécialiste de la culpabilité, bien souvent dans le cerveau, c'est pas si simple. Enfin, je l'étais, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et qu'est-ce qu'on se sent mieux quand donc Ah ça peut oui. apporter tellement d'apaisement ce que tu apportes aux parents que oui, oui, c'est pour ça que j'avais envie vraiment de partager ça. Surtout dans cette rubrique, ils ont rêvé et ils ont osé parce que tu as dû faire face à tellement de paliers pour arriver à accepter déjà d'être thérapeute, accepter déjà toi dans ta propre vie beaucoup de choses, plus accepter d'être thérapeute, puis accepter d'être visible. Oh oui. Je pense, alors là c'est moi qui vais extrapoler, mais je pense que ça demande aussi de dépasser la peur du regard des autres, qui est quand même la peur numéro un, a priori, d'après ce que j'ai lu chez beaucoup de gens. Et Alors moi, je me permets, moi, c'est pas la peur des autres, tant mieux. c'est mon propre regard sur moi-même. Il a fallu que j'apprenne à... J'ai le droit d'exister, je ne suis pas là que pour aider les autres, parce que aider les autres, c'est bien, mais c'est pas non plus... Enfin, tu vois, le syndrome du sauveur, il a fallu aussi que je passe dessus, hein, que j'aille le voir. Il faut donc... enfin, il a fallu que j'apprenne à, ok, prendre soin de moi, à m'aimer, à apprendre que, bah oui, j'ai le droit d'exister, à, ok, mon expérience, elle est, elle peut servir à d'autres. Ce n'est pas simplement ma petite expérience de maman. Celle-là, il a fallu que j'aille vraiment la chercher parce que moi, quand je parlais, bah, enfin, comme beaucoup de personnes, hein, bah, c'était mon quotidien, donc c'était normal, moi, pour moi, de retransmettre aux autres et ça n'avait pas de valeur. Et je me suis aperçue, parce que avant de devenir thérapeute, j'ai parlé avec beaucoup de familles quand même, et je me suis aperçue que non, en fait, il y avait un vrai manquement en fait de l'État de, de, de venir encadrer, enfin que ce soit l'enseignement ou les professionnels de santé, de venir expliquer avec bienveillance, sans culpabiliser. Si tu parlais de culpabilité, combien j'en ai mangé des doses de culpabilité avec avec les professionnels,
expliquer aux familles bah, ce qui se passait, ce qu'il allait, ce qu'on pouvait faire par la suite. Ça me paraît vraiment important. C'est, j'adore ce. Alors, j'ai été confrontée pas personnellement, mais de très proche par rapport à ces neuroatypies et puis ces TSA dont tu parlais tout à l'heure. Et, c'était quelques années en arrière et j'ai vu la personne beaucoup galérer, ouais, c'est le terme, pour trouver les bons thérapeutes, pour trouver les bons accompagnements, pour comprendre. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu envie d'aller vers toi pour ce podcast, parce que je me suis dit, mais ça peut résonner chez tellement de personnes. Euh, donc voilà pourquoi j'ai eu envie de t'inviter sur Ils ont rêvé et ils ont osé. Et en plus, tu représentes parce que c'était pas quelque chose d'inné. Tu t'es pas dit, waouh, ça y est, moi je vais faire ça, ça va marcher, c'est ça, c'est ça. Non, c'est venu de très très loin. Et je crois que ça s'est imposé à toi puisque tu ne l'as choisi finalement. Exactement, c'est exactement ça. Et je crois que ça rend les choses. Alors, c'est génial parce que ça vient du cœur, mais dans le concret, c'est pas si simple à mettre en place. Et, et ça illustre bien. Ils ont rêvé et ils ont osé, même si ce rêve s'est imposé, c'est quand même un rêve à la base, après de le rendre concret. Tu as été puisé en toi beaucoup de ressources. Est-ce que tu peux en parler ou juste brièvement avant de conclure? J'aime bien donner des petits outils éventuellement aux gens qui accompagnent, mais c'est pas du tout une obligation. Euh, oui, enfin, en gros, là, tu voudrais que je donne un conseil. Non, ou que tu parles de voilà, aller chercher ses Non, ressources, qu'est-ce qui t'a amené à le faire peut-être voilà. bah, je parlais tout à l'heure d'oser aller vers les parties qui font peur. Ouais. Euh, En fait, ce que je veux dire, c'est que ça a été une telle libération. Mais le fait de devenir thérapeute m'a pas seulement, j'en parlais tout à l'heure, appris des outils ou des formations, enfin, des formations bien spécifiques. Ça m'a permis d'apprendre à m'aimer. Euh, il y a encore quelques mois, j'étais avec une telle violence envers moi. Bah, enfin, c'est impossible, en fait, ça ne devrait pas exister, on ne devrait pas se traiter aussi mal. Ça m'a permis d'aller voir euh, dans les tréfonds de moi et ok, j'ai subi des choses, j'ai vécu des choses. On parlait de culpabilité, de responsabilité. Ça m'a permis d'apprendre à voir où étaient mes responsabilités, ce que je pouvais en faire. Ça m'a permis de comprendre l'âme humaine parce que, waouh, là-dessus, enfin, je pourrais en parler des heures. Je travaille beaucoup avec le non-verbal et le corps dit beaucoup de choses que l'esprit refuse de dire. Et si j'ai un conseil, c'est oser y aller. C'est la meilleure chose qui peut vous attendre. Euh, et je... Tout n'est pas facile, surtout en tant que thérapeute à mon compte. C'est une profession, la zoothérapie, qu'on ne connaît pas bien, donc les mois sont pas tous tout roses. Euh, mais pour rien, alors pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Et ma vie, je suis pleine de gratitude en permanence. Et pas la gratitude comme on la galvaude en ce moment, la vraie gratitude, celle où ça se voit, je crois, je suis en train de... J'ai les larmes aux yeux. J'aime la vie, j'aime les gens et j'aime tout ce que ça m'a apporté d'aller oser. Oui. Et c'est là ta force. Je crois que finalement, plus on vit d'épreuves, plus on va chercher en nous alors, on n'est pas maso, on n'a pas envie de les vivre, ces épreuves. Mais en même temps, quand elles sont là et qu'on les accueille et qu'on va chercher où est la lumière pour éclairer ces zones douloureuses et que on arrive à la trouver, on arrive à en faire quelque chose, c'est là où on parle de force. C'est pas la force morale, c'est cette force d'avoir la capacité à aller chercher nos zones d'ombre aussi dans les épreuves et la mettre en lumière et de se dire, ouais, ben, ça fait partie de moi et j'ai réussi à accueillir ou à collaborer avec ça ou à le dépasser. Et je crois que c'est là la vraie force. Exactement. C'est exactement ça.
puiser ce qu'il y a, tirer les meilleures leçons de tout ce que tu as vécu. Je, je remercie aujourd'hui les épreuves que la vie m'a apportées parce qu'elles font de moi la personne que je suis. Euh, Ouais. Ça peut paraître gnangnan, tout ce que tu veux, mais Pas du vraiment, tout. Ou alors je suis gnangnan aussi, parce que dans mes accompagnements, je dis toujours aux gens, bah, le passé nous a construit tel que l'on est aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui qu'on construit la personne qu'on veut être demain. exactement. Oui, oui, non, mais oui. Mais je sais pas si c'est gnangnan ou si... Enfin, bon, en tout cas, je remercie chaque chose qui m'est arrivée, qui m'arrivera, même si, comme tu le dis, j'ai pas forcément envie de vivre épreuve sur épreuve et que j'en ai eu ma dose, mais ça, si je les vis, c'est que ça va m'amener à être, à développer quelque chose d'autre. Oui, moi, quand j'ai une épreuve qui me tombe dessus, et comme toi, je suis pas épargnée, je me dis, alors, après avoir accueilli l'émotion, l'avoir bien digérée, je me dis maintenant, qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et du coup, ce truc qui a été difficile, douloureux, devient quelque chose que finalement, je transforme en, en apprentissage. Donc, il n'y a plus cette notion de négativité, mais au contraire de gratitude. Parce que je me dis, waouh, ben, grâce à ça, et j'ose dire grâce à ça, je suis ça aujourd'hui, ou j'ai ça aujourd'hui. C'est ça, c'est beau. Bon, je ne sais pas, c'est mon fonctionnement, et c'est, je pense, là où on peut puiser sa force aussi. Et, et puis, de toute façon, ces épreuves, elles sont là. Donc, qu'on les accueille ou qu'on les rejette, elles sont là quand même. Donc, moi, je pars du principe que je préfère voir la vie en positif. Donc, qu'est-ce que je vais en faire de positif par la suite? Merci Isabelle, c'était vraiment intéressant. Je suis ravie vraiment de t'avoir invité, de t'avoir rencontré plus. Et, et je pense qu'on pourra, bah, quand tu auras cheminé et mis en place de nouvelles choses, se revoir à nouveau sur ce podcast pour voir ton évolution. Je pense que ça sera dans le futur un podcast que je vais mettre en place, de réinviter des gens pour voir où ils en sont peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après. Voilà, ce cheminement, ça me paraît intéressant. Et, donc, on pourra en reparler. Merci à vous tous d'être aussi présents parce que c'est ce qui fait le cœur de ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée.